Mes parents se tenaient dans ma propriété de 4 millions de dollars, juste avant le gala. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, « Nous avons utilisé cette maison pour financer ton frère. Nous avons juste besoin de ta signature pour ce transfert temporaire. » Mon frère cadet, adossé à l'îlot de cuisine, ajustait sa cravate en soie. Il a souri d'un air suffisant, « Ce n'est que justice, Terren. Tu pourras toujours en construire une autre. » Je les ai regardés. J'ai regardé l'audace pure et simple, sans mélange, debout au milieu de la maison pour laquelle j'avais saigné. J'ai souri, d'un sourire froid, vide. Puis, j'ai fait escorter mon frère par la sécurité, instantanément. Leurs visages sont devenus pâles. Mais, pour vraiment comprendre l'ampleur du chaos absolu qui s'est déroulé cette nuit-là, et pourquoi je ne les ai pas simplement jetés par la fenêtre à ce moment-là, je dois vous ramener au moment exact où ce cauchemar a commencé. C'était un mardi soir. La chaleur du Texas commençait enfin à s'estomper, laissant derrière elle cet air frais et vif de l'automne. J'avais 34 ans, et après plus d'une décennie à me casser le dos en tant que promoteur immobilier commercial Ecolux, j'avais enfin achevé mon chef-d'œuvre. C'était un vaste sanctuaire durable de 4 millions de dollars, niché dans les collines. Chaque détail, depuis les poutres en séquoia récupérées jusqu'aux murs de verre solaire à zéro émission surplombant la vallée, avait été payé par ma propre sueur, mes propres nuits blanches, et les durillons permanents sur mes mains. Je n'avais pas donné le code du portail de sécurité à ma famille. Je ne leur avais même pas encore donné l'adresse. J'ai garé mon camion sur l'allée sinueuse, m'attendant à la paix tranquille d'une maison vide. Au lieu de cela, j'ai vu 2 voitures de luxe garées de manière désordonnée près de ma fontaine en pierre sur mesure. La lourde porte d'entrée en chêne était grande ouverte. J'entendais le son lointain de musique classique émanant de mon système domotique intelligent, accompagné du tintement distinct de mes coûteux verres en cristal. Mon estomac s'est noué. Je suis entré dans le grand hall, et j'ai complètement gelé. La scène qui se déroulait dans ma cuisine de chef sur mesure était si absurde qu'elle ressemblait à une hallucination due au stress. Mon père, Gideon, se tenait près du massif îlot en marbre noir, se servant un verre de mon scotch vieilli le plus cher. Ma mère, Sibylle, faisait les 100 pas dans le salon à air ouverte, pointant du doigt les murs, discutant bruyamment de l'endroit où il devrait accrocher la collection d'art abstrait inutile de Salem. Et, debout, juste au centre de l'œuvre de ma vie, vêtu d'un costume de soie italien sur mesure qu'il ne pouvait absolument pas se permettre, se trouvait mon frère de 25 ans, Salem. Il passait ses mains parfaitement manucurées sur mes comptoirs, agissant comme s'il inspectait l'artisanat. Je n'ai pas crié. Dans le monde impitoyable de l'immobilier commercial, j'ai appris très tôt que celui qui élevait la voix le premier perdait la négociation. J'ai marché lentement sur le sol en béton poli, mes lourdes bottes de travail à embout d'acier produisant un son net, délibéré, qui résonnait sous les plafonds voûtés. La musique n'a pas cessé, mais leur conversation, oui. Mon père s'est retourné, faisant tournoyer le scotch dans son verre, et m'a regardé avec une expression d'agacement léger, comme si j'étais un chien errant qui s'était aventuré sur sa pelouse immaculée. Avant même que je ne puisse demander comment ils avaient contourné ma sécurité biométrique, mon père s'est éclairci la gorge. Il a pris sa voix de patriarche autoritaire, un ton qui avait hanté mon enfance. « Terren, content que tu sois venu. Nous avons une affaire de famille à finaliser. » Je l'ai juste regardé fixement. J'ai littéralement pensé que je l'avais mal entendu. Il a fouillé dans sa veste de créateur, a sorti une pile de papiers Lego pliés, et les a jetés sur mon îlot en marbre. Salem lance sa nouvelle entreprise d'architecture, a dit Gideon, sa voix complètement dénuée de toute chaleur. Nous avons utilisé les plans de cette maison pour lui assurer quelques premières réunions. Ces investisseurs exigent des garanties. Tu n'as qu'à signer ce transfert de propriété temporaire en sa faveur. C'est juste sur le papier. Tu peux continuer à vivre dans la maison d'hôte pour l'instant. Salem a croisé les bras, me regardant avec ce sourire suffisant et écœurant. Ce n'est que justice, Terren, a-t-il ajouté, ajustant ses manchettes. Tu n'es qu'un bâtisseur. Tu coules du béton. Je suis le visage d'une marque visionnaire. J'ai besoin d'un quartier général qui corresponde à mon potentiel. Tu pourras toujours te construire une autre maison plus tard. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient rugueuses, cicatrisées, et tachées en permanence par des années de travail acharné. Puis j'ai regardé les mains de Salem. Douces, impeccables, n'ayant jamais soulevé rien de plus lourd qu'une cuillère en argent.
Ils se tenaient dans ma maison, buvant mon alcool, exigeant que je cède mon empire de 4 millions de dollars à un garçon qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement craqué à ce moment-là, il faut entrer dans le musée de la trahison dans lequel je vivais depuis 15 ans. Debout là, sous l'éclairage froid et parfait de ma nouvelle cuisine, mon esprit est violemment revenu à ce cycle sans fin de manque de respect. J'avais toujours été l'enfant invisible. J'étais le bourreau de travail, le marchepied désigné, destiné à être broyé dans la terre afin que l'enfant prodige puisse se tenir un peu plus haut. Quand j'avais 19 ans, je travaillais des équipes de 14 heures à construire des maisons sous la chaleur caniculaire et impitoyable de l'été texan. Mes mains saignaient littéralement à travers mes gants de travail. Mon dos hurlait constamment d'agonie, mais je m'en fichais. J'économisais chaque billet froissé, sautais toutes les fêtes, et mangeais des nouilles ramen bon marché pendant des mois pour acheter un vieux camion Ford F-150 de 1998, d'occasion et en mauvais état. Ce camion n'était pas seulement un morceau de métal pour moi. C'était ma bouée de sauvetage absolue. C'était ainsi que je transportais du bois lourd sur les chantiers, et comment je prévoyais de lancer ma toute première entreprise d'entrepreneur indépendant. C'était ma fierté. C'était ma liberté. Un mardi après-midi, je suis rentré chez moi après un quart de travail épuisant, couvert de sueur et de sueur, seulement pour trouver mon allée complètement vide. Mon camion avait disparu. J'ai paniqué, pensant que quelqu'un avait volé tout mon avenir. Quand je me suis précipité à l'intérieur de la maison, mes parents étaient assis calmement à la table de la cuisine, buvant du thé glacé. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Il m'a informé, avec désinvolture, qu'il avait vendu mon camion à un homme dans la rue pour de l'argent comptant. Je ne pouvais plus respirer. Mes poumons semblaient s'effondrer. Je lui ai demandé pourquoi il ferait quelque chose d'aussi cruel et illégal. Il m'a dit, sans la moindre once de remords, que Salem, qui n'avait que 10 ans à l'époque, avait une occasion unique de partir en voyage scolaire prestigieux en Europe. Ils avaient besoin d'argent supplémentaire pour son argent de poche. Gideon m'a même regardé et a dit, « Tu peux juste prendre le bus public pour aller sur les chantiers. Terren, ton frère a besoin d'élargir ses horizons. » Quand j'ai perdu la tête, hurlant qu'ils avaient vendu mon moyen de subsistance, ma mère a commencé à pleurer. Elle m'a traité de monstre égoïste et sans cœur. Elle a dit que j'essayais de ruiner l'avenir brillant de Salem à cause d'un tas de ferrailles rouillées. J'ai dû marcher 3 miles jusqu'à l'arrêt de bus à 5 heures du matin pendant les 2 années suivantes. Puis il y a eu le jour où j'ai finalement lancé ma propre entreprise de développement commercial. J'avais 25 ans. J'ai loué un petit bureau délabré dans un centre commercial. Le toit fuyait et tout l'endroit sentait le placo bon marché et la vieille moquette, mais c'était le mien. J'étais si incroyablement fier. J'ai acheté un gâteau simple bon marché à l'épicerie et un paquet d'assiettes en carton, espérant que ma famille passerait ne serait-ce que 10 minutes pour célébrer la plus grande étape de ma vie. Je suis resté assis dans ce bureau étouffant et sans climatisation jusqu'à 22 heures. J'ai regardé l'horloge tic-tac sur le mur. J'ai regardé le glaçage du gâteau fondre lentement et se séparer sous la chaleur. Personne n'est venu. Pas un seul appel téléphonique, pas un seul message. Quand j'ai finalement abandonné, j'ai jeté le gâteau à la poubelle et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je les ai trouvés en train d'organiser un somptueux barbecue dans le jardin. Il y avait des steaks coûteux sur le grill, et un toboggan gonflable gigantesque. C'était une fête d'anniversaire pour le caniche de race de Salem. Ils avaient complètement oublié le lancement de mon entreprise. J'ai ravalé cette douleur. Je l'ai enfouie au plus profond de ma poitrine, et je l'ai utilisée comme carburant. J'ai travaillé plus dur. J'ai acheté de plus grandes parcelles de terrain. J'ai obtenu de plus gros contrats. J'ai bâti un empire écolux pendant qu'il continuait à couver un garçon qui échouait dans des collèges privés coûteux. Mais le gouffre le plus profond et le plus sombre n'était pas l'abandon. Ce n'était pas le fait qu'il m'ignorait. C'était la façon dont il crachait activement, délibérément, sur mes sacrifices, juste devant d'autres personnes, pour se sentir supérieur. Le souvenir qui avait le goût de cendre amère dans ma bouche, chaque fois que je regardais ma famille, s'est produit il y a 3 ans, juste à la table du dîner de Thanksgiving. Je venais de virer discrètement $20 000 à mes parents depuis mon compte professionnel pour les sauver d'un défaut de paiement sur leur prêt hypothécaire. Ils étaient fauchés, lourdement endettés par le financement du style de vie de designer de Salem. Je n'ai pas demandé de remerciements. J'ai juste payé pour qu'ils ne perdent pas leur maison.
Nous étions assis autour de la table, mangeant de la dinde rôtie. Salem avait ramené sa nouvelle fiancée, Kreza. C'était une belle fille, un peu naïve, qui venait d'une famille à l'ancienne, très riche. Son père, Alistair, était un éminent capital risqueur milliardaire dans les secteurs de la technologie et de l'immobilier. Salem s'était tenu à carreau à table, se vantant bruyamment de sa fausse entreprise de conseil, et de ses événements de réseautage de la haute société. Kreza, essayant d'être poli, s'est tournée vers moi et m'a demandé sur quel genre de projet je travaillais. Avant que je puisse même ouvrir la bouche pour expliquer ma nouvelle place commerciale durable, Salem a éclaté de rire. Il a pointé sa fourchette en argent directement vers ma poitrine et a dit « Oh, s'il te plaît, ne le dérange pas avec des concepts de haut niveau. Chérie, Terren n'est que notre mélangeur de boue réside. Il coule du béton et enfonce des clous. Il n'a pas vraiment l'intellect académique pour l'architecture d'entreprise. » Je suis resté là, stupéfait. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils le corrigent, attendant qu'ils reconnaissent que le mélangeur de boue était la seule raison pour laquelle ils ne mangeaient pas le dîner de Thanksgiving dans un abri pour sans-abri. Au lieu de cela, Gideon a gloussé. Sibyl a souri chaleureusement à Kreza, et a ajouté « Eh bien, le monde a aussi besoin de fossoyeurs, ma chère. » Ils sont restés assis, et se sont moqués de l'homme dont l'argent leur permettait littéralement d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Tout cela pour élever le garçon qui les asséchait. Mais la trahison ultime, l'incident qui a complètement rompu tout lien de loyauté familiale qui me restait, a fait surface quelques mois après ce dîner. Je postulais pour un prêt commercial massif afin d'acheter le terrain de cette même propriété. La banque m'a appelé, et a rejeté ma demande, citant une chute catastrophique de ma cote de crédit. J'ai consulté mon rapport de crédit, et j'ai trouvé 3 cartes de crédit de luxe, au maximum de leur limite, à mon nom, totalisant près de 50 000 $ de dette. J'ai engagé un détective privé. Il a fallu moins de 48 heures pour découvrir que mes parents avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, qu'ils avaient conservé depuis mon adolescence, pour ouvrir ces cartes. Ils les avaient utilisées pour acheter à Salem une montre de luxe, des costumes sur mesure, et des billets de première classe pour une escapade romantique avec Kreza. Lorsque je les ai affrontés, ils ne se sont même pas excusés. Sibyl a juste pleuré, et a dit que j'étais dramatique, que mon crédit était assez solide pour encaisser le coup, et que Salem devait faire bonne figure pour s'assurer un avenir avec la riche famille de Kreza. J'ai remboursé la dette pour sauver ma propre entreprise, j'ai changé mon numéro de sécurité sociale, et j'ai cessé de leur parler en dehors de brèves politesses creuses. Alors, debout ici, dans ma magnifique cuisine de 4 millions de $, les regardant tous les trois, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas changé. Ils étaient toujours les mêmes parasites qu'ils étaient quand j'avais 19 ans. Ils croyaient vraiment que j'existais uniquement pour être consommé par eux. La colère en moi a cessé d'être chaude et chaotique. Elle s'est transformée en une glace paralysante et absolue. Ils pensaient que j'étais toujours l'enfant invisible. Ils pensaient que j'étais toujours le garçon qui pleurait son camion volé. Ils ne savaient pas que le monstre qu'ils avaient créé avait évolué, et que je détenais maintenant les clés de tout le royaume. Je suis revenu au moment présent. Le silence dans la cuisine était suffocant. J'ai regardé les papiers légaux posés sur mon comptoir de marbre. C'était un transfert de propriété mal rédigé, légalement risible. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Vous avez pénétré par effraction dans ma propriété sécurisée, servi mon scotch, et maintenant vous voulez que je vous cède une propriété de 4 millions de $, juste parce que Salem a besoin d'un clubhouse. L'arrogante façade de Salem s'est instantanément fissurée. Le masque de l'architecte confiant et visionnaire a glissé, révélant le petit garçon terrifié et désespéré en dessous. Il a fait un pas vers moi, sa voix teintée d'une panique sincère. « Écoute, Terren, tu ne comprends pas. J'ai déjà dit à Alistair que c'était ma propriété. Je lui ai dit que je l'avais conçue. Je lui ai dit que je l'avais financée. » Il a passé une main tremblante dans sa coûteuse coupe de cheveux. « Alistair organise un immense gala d'investisseurs samedi. Je l'ai convaincu de l'héberger ici, à mon nouveau quartier général. Il amène des dizaines de ses amis fortunés. Il m'a dit que si la propriété est aussi impressionnante que je le prétends, il me remettra personnellement un chèque d'investissement de démarrage de 2 millions de $ pour lancer mon entreprise. Mais il veut voir le titre de propriété samedi, avant de signer quoi que ce soit. » Salem m'a regardé avec une désespoir absolu et pitoyable. « Si je n'ai pas cette maison, Alistair saura que j'ai menti.
Il retirera le financement. Kreza annulera le mariage. Toute ma vie sera complètement ruinée. Teren, tu dois faire ça pour moi. Ma mère, Sibylle, s'est avancée. Elle a déployé son arme ultime, la culpabilisation maternelle toxique et manipulatrice. Elle a tendu la main et a saisi la mienne. Je l'ai senti frissonner physiquement une fraction de seconde, tandis que sa peau douce frottait contre mes paumes épaisses et calleuses. Ce petit tressaillement m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle me percevait réellement. Teren, chérie, s'il te plaît, a-t-elle imploré, ses yeux se remplissant de larmes dramatiques. Tu as tellement de succès maintenant. Tu es riche. Perdre une maison ne te fera pas de mal. Tu peux te permettre de supporter ce coup. Mais si tu dis non, tu seras le seul responsable de la destruction du mariage de ton frère, et de tout son avenir. Tu dois être la personne la plus généreuse. C'est ce que fait la famille. Il pensait m'avoir parfaitement acculé. Il pensait qu'utiliser la loyauté familiale comme une arme me ferait céder, comme il l'avait toujours fait. J'ai regardé les fausses larmes de ma mère. J'ai regardé le regard sévère et exigeant de mon père. J'ai regardé les yeux pitoyables et suppliants de Salem. Je n'ai ressenti absolument rien, sinon un dégoût pur et sans mélange. J'ai retiré ma main de celle de ma mère, la laissant agripper le vide. J'ai pris le faux et pathétique accord de transfert sur le comptoir. J'ai soutenu leur regard, tandis que je déchirais lentement, délibérément, le papier épais, net en deux. Puis je l'ai déchiré à nouveau. J'ai laissé les morceaux déchirés voltiger sur le sol de marbre immaculé. Vous avez exactement 2 minutes pour sortir de ma maison avant que je ne déclenche l'alarme silencieuse, et que je ne fasse intervenir la police pour effraction, ai-je dit, ma voix traversant la pièce comme un scalpel. Salem a commencé à crier, me traitant d'égoïste, de raté jaloux. Le visage de Gideon est devenu rouge écarlate d'une indignation furieuse. Il a attrapé Sibylle par le bras, et l'a traînée vers la porte, jetant d'horribles malédictions par-dessus son épaule, jurant que j'étais mort pour eux. Je les ai suivis jusqu'à la porte d'entrée, les ai vus monter dans leur voiture, et j'ai fermé à double tour la lourde serrure derrière eux. Mais, en me tenant là, dans la maison silencieuse, je ne me sentais pas victorieux. Je ressentais une anxiété persistante. Salem était désespéré. Les parasites désespérés ne s'en vont pas simplement quand on leur coupe l'approvisionnement en nourriture. J'ai ramassé les papiers déchirés par terre, sorti mon téléphone, et appelé mon avocat, car je savais, au fond de moi, que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le lendemain matin, j'étais assis dans la salle de conférence glaciale, au mur de verre, d'un gratte-ciel du centre-ville d'Austin. En face de moi se trouvait Evandé, mon mentor de 60 ans. C'était un vétéran, un titan du monde de l'immobilier commercial, un homme qui avait soutenu mon tout premier projet indépendant quand j'étais juste un gamin avec des mains calleuses, et un rêve. À côté de lui était assis Case, mon avocat d'affaires personnel. Case était spécialisé dans la fraude financière, et le vol de propriété intellectuelle. C'était un homme terrifiant calme, analytique, qui traitait la loi comme une arme chargée. Je leur avais tout raconté, lors d'un appel téléphonique frénétique la nuit précédente. Maintenant, j'étais assis en silence, tandis que Case faisait glisser un dossier épais, lourd, en papier craft, sur la table en acajou. Vos instincts étaient corrects, Teren, a dit Case, sa voix plate et sérieuse. Le faux acte de propriété n'était qu'un pansement désespéré. Ce que votre frère est réellement en train de faire, c'est un crime fédéral à plusieurs niveaux. Evandé s'est penché en avant, le visage sombre. Regardez la tablette, mon garçon. J'ai tiré la tablette argentée vers moi. C'était un site web d'entreprise très soigné, incroyablement professionnel, pour une société appelée Salem Visionary Architecture. L'image massive de héros sur la première page était une superbe photo, prise par drone, de ma propriété nouvellement achevée. La légende disait, notre propriété écologique phare, conçue et développée par le PDG Salem. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler. Il y avait des dizaines de photos haute résolution de mes projets commerciaux précédents. La place commerciale durable que j'avais construite à Dallas, le parc de bureaux à énergie verte que j'avais développé à Houston. Salem avait littéralement volé tout mon portefeuille professionnel de 10 ans. Il avait remplacé mon nom par le sien, fabriqué une liste massive de faux clients d'entreprise, et exhibé mon sang et ma sueur sur Internet pour escroquer des capital risqueurs. Cela empire, a dit Case,
ouvrant le dossier en papier craft. Mes détectives privés ont fouillé dans les finances de vos parents pour voir comment Salem finançait cette mascarade incroyablement coûteuse. Les costumes sur mesure, les voitures de luxe louées, les dîners somptueux avec Alistair. Rien de tout cela n'est bon marché. Case a sorti une pile de contrats légaux contraignants, et les a poussés vers moi. J'ai regardé les chiffres, et tout le sang a complètement quitté mon visage. Mes parents n'avaient pas seulement maxé leur carte de crédit cette fois. Ils s'étaient adressés à une société de prêt privé très agressive et prédatrice, essentiellement des requins de la finance haut de gamme. Ils avaient signé un contrat contraignant, mettant en garantie leur propre maison, l'intégralité de leur portefeuille de retraite, et leur police d'assurance vie. Ils avaient emprunté exactement 1 200 000 $. Et ils avaient viré chaque centime directement sur le faux compte professionnel de Salem pour maintenir sa façade de milliardaire playboy. Si Salem n'obtient pas cet investissement de démarrage de 2 millions de $ d'Alistair ce samedi, a expliqué Case lentement, laissant chaque mot s'imprégner, il fera défaut sur son prêt. S'il fait défaut, ces prêteurs privés dépouilleront légalement vos parents de tout ce qu'ils possèdent dans les 30 jours. Ils prendront la maison. Ils prendront la retraite. Vos parents seront complètement sans abri. Et Salem risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale pour fraude électronique et usurpation d'identité. Une vague massive de malaise physique m'a envahi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. J'ai eu une fraction de seconde d'hésitation intense et agonisante. J'ai réalisé que si j'exposais Salem, je ne ferais pas seulement arrêter une escroquerie. Je détruirais complètement, et totalement, la vie de mes parents. Je serais celui qui signerait leur avis d'expulsion. C'était une condamnation à mort garantie pour leur avenir. Mais, mon esprit est revenu sur le sourire arrogant de Salem. Je me suis souvenu de ma mère retirant sa main de mes durillons avec dégoût. Je me suis souvenu qu'ils avaient vendu mon camion, s'étaient moqués de mon travail, et avaient volé mon identité. Ils avaient volontairement, et avec empressement, mis la corde autour de leur propre cou pour financer sa fraude. Je n'allais plus être celui qui sauterait de la falaise pour les sauver. J'ai regardé le faux site web. J'ai regardé la photo de Salem souriant devant la maison que j'avais construite. J'ai regardé Case et Vendée. Préparer les papiers, ai-je dit, ma voix complètement stable. Rédiger la mise en demeure. Préparer la poursuite civile, et préparer le dossier de preuve pénale pour le procureur. Je veux tout faire exploser. Les papiers légaux n'allaient pas suffire. Une lettre de mise en demeure donnerait juste à Salem le temps de cacher les preuves, de jouer la victime, et de manipuler Alistair pour qu'il le prenne en pitié. Je ne voulais pas seulement arrêter le gars-là. Je voulais exécuter une démolition catastrophique sans faille de tout son faux empire, juste devant les personnes qu'il essayait d'escroquer. Pour ce faire, j'avais besoin d'un contrôle physique absolu sur ma propriété. J'ai quitté le bureau des Vendée, et j'ai conduit directement vers une entreprise de sécurité privée d'élite, à la périphérie de la ville. J'ai rencontré Thorin, un ancien entrepreneur militaire massif qui ne parlait qu'en termes de logistique et d'évaluation des menaces. J'ai claqué un gros chèque d'acompte sur son bureau métallique, et j'ai exposé la situation. Mon frère organise un gala d'entreprise frauduleux, à ma résidence privée, ce samedi soir. Je lui ai dit qu'il essayait de solliciter des millions de dollars en utilisant mon portefeuille volé. J'ai besoin de le faire partir, lui, sa famille, et ses invités, de la manière la plus humiliante, et légalement correcte possible. Thorin n'a même pas cligné des yeux. Il a affiché les plans architecturaux de ma propriété sur ses écrans. Nous avons passé 2 heures à cartographier la propriété. Nous avons identifié les principales zones de rassemblement, les angles morts, et les itinéraires de sortie. Thorin m'a assuré qu'il fournirait une équipe spécialisée de 4 agents hautement qualifiés. Ils seraient vêtus de costumes noirs d'entreprise élégants. Il n'y aurait pas d'armes, pas de violence excessive, juste une intimidation physique écrasante, et une conformité absolue. Je lui ai remis une copie certifiée du titre de propriété, et un ordre de délit de transgression présigné, autorisé par Case. Quand je donnerai le signal, ai-je dit, je veux que Salem soit physiquement escorté par la porte d'entrée, devant chaque milliardaire qu'il a invité. Thorin a hoché la tête. Considérons cela comme fait, patron. En sortant du bureau de sécurité, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une pure adrénaline brute. L'arme était entièrement armée. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de placer l'appât, et d'attendre que les rats tombent dans le piège.
Jeudi matin, exactement 2 jours avant le faux gala de Salem, je me suis assis dans mon camion et j'ai ouvert le chat de groupe familial sur mon téléphone. Je devais les faire se sentir complètement en sécurité, complètement arrogants. Je devais leur faire croire qu'ils avaient gagné. J'ai tapé un message, gardant mon ton stressé et décontracté. Salut, un énorme projet commercial vient d'échouer à New York. Je dois m'envoler immédiatement pour gérer la crise. Je serai absent pendant au moins 2 semaines. Je laisserai la porte de la terrasse latérale déverrouillée pour l'équipe de nettoyage lundi. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas à la nouvelle maison, et ne touchez pas au système d'alarme pendant mon absence. C'était l'appât absolument parfait. J'ai appuyé sur envoyer, et je suis resté là, à regarder l'écran. En 5 minutes, j'ai vu les accusés de lecture apparaître. Gideon l'a lu. Sibyl l'a lu. Salem l'a lu. Mais le chat est resté complètement silencieux. Pas une seule réponse me souhaitant un bon vol. Pas un seul mot. Je savais exactement ce qu'ils faisaient dans ce silence. Ils appelaient frénétiquement des traiteurs haut de gamme, des services de voituriers, et des fleuristes de luxe. Ils confirmaient que la voie était totalement libre pour samedi soir. Ils pensaient que j'étais à 1000 miles de là, complètement inconscient, laissant ma propriété de 4 millions de dollars grande ouverte à leur disposition. Ils pensaient que j'étais le même faible bourreau de travail invisible qu'ils avaient maltraité pendant 15 ans. Si vous avez déjà eu à faire semblant d'être faible juste pour voir à quel point votre famille toxique peut être impitoyable, vous savez la patience agonisante qu'il faut pour se taire. Si cette histoire vous touche particulièrement, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et laisser un commentaire ci-dessous en me disant la ville ou l'état d'où vous regardez. Chaque interaction aide à faire connaître cette histoire à plus de gens qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Merci de me soutenir. Le samedi soir est arrivé. Le soleil commençait à se coucher sur les collines du Texas, jetant une magnifique lueur dorée sur ma propriété. Mais je n'étais pas à New York. J'étais assis à l'arrière d'un fourgon de surveillance noir, aux vitres fortement teintées, garé à exactement 50 mètres de mes portes d'entrée, caché derrière une épaisse rangée de chênes massifs. Torin et ses 3 imposants agents de sécurité étaient à l'arrière du fourgon avec moi. L'espace sombre brillait de la lumière bleue des moniteurs de surveillance. J'avais secrètement installé des caméras intelligentes cachées dans le salon principal, la cuisine, et la terrasse arrière, avant de simuler mon voyage. J'étais assis dans la climatisation glaciale du fourgon, fixant les écrans, regardant les traiteurs de luxe arriver chez moi. Le piège était tendu, le fromage était sur l'assiette, et les rats s'habillaient de leurs plus beaux costumes de soie pour l'abattage. J'étais assis dans la climatisation glaciale du fourgon de surveillance, fixant les moniteurs bleus lumineux. À travers les caméras cachées que j'avais méticuleusement installées, j'avais une vue parfaitement claire du cirque absolu qui se déroulait à l'intérieur de ma propriété de 4 millions de dollars. La société de traiteurs avait complètement transformé l'îlot de ma cuisine en un buffet mondain. Des serveurs en chemise blanche impeccable, et cravates de soie noire, se frayaient un chemin à travers l'immense salon à air ouverte, portant des plateaux d'argent garnis de caviar beluga, et de champagne millésimé. Le système d'éclairage ambiant, que j'avais personnellement programmé pour mettre en valeur les veines naturelles du bois du plafond voûté, projetait une lueur chaude, coûteuse, et incroyablement romantique sur tout l'espace. Cela ressemblait exactement à un gala d'entreprise de milliardaires. Et c'était exactement ce que Salem voulait. À travers les caméras extérieures, j'ai vu les invités arriver. Plus de 60 des investisseurs, capital risqueurs, et magnats de l'immobilier les plus riches de l'État du Texas, se garaient devant mes portes. Des voituriers couraient dans tous les sens, stationnant une parade apparemment sans fin de véhicules de luxe. Des hommes en smoking sur mesure élégants, et des femmes en superbe robe de soirée, s'avançaient sur le chemin de pierre que j'avais posé de mes propres mains. Et, juste devant la porte d'entrée, les accueillant comme un roi conquérant, se tenait mon frère. Salem portait une veste de smoking en velours, un verre de champagne à la main, affichant ce sourire à 1 million de dollars, si bien rodé. Kreza s'accrochait à son bras, l'air absolument royal, complètement inconsciente que son futur mari était un parasite fauché, et frauduleux. Mes parents flânaient dans la pièce comme des paons fiers. Sibyl pointait activement du doigt les poutres de soutien en acier renforcé, expliquant à un groupe d'investisseurs plus âgés comment son fils génial avait passé des mois à conceptualiser l'intégrité structurelle de la maison. Gideon serrait la main d'Alistair, jouant le rôle de l'humble patriarche qui avait élevé un prodige visionnaire.
L'audio du microphone caché près du bar parvenait clairement au haut-parleur du fourgon. J'ai regardé Salem monter sur la plateforme légèrement surélevée, près de l'escalier flottant en verre. Il a attrapé une cuillère en argent, et l'a frappé doucement contre sa flûte en cristal. Le tintement net a immédiatement réduit la pièce au silence. La douce musique classique s'est estompée en arrière-plan. Chaque milliardaire présent dans la pièce a tourné son attention vers mon frère de 25 ans. Salem s'est éclairci la gorge, et a commencé son discours. Il a remercié tout le monde d'être venu pour le lancement officiel de sa nouvelle entreprise d'architecture. Il a pointé du doigt les murs de verre solaire à zéro émission, et a parlé de son profond engagement personnel envers la construction durable. Mais, ensuite, il a fait quelque chose d'incroyablement vil, mon sang a littéralement gelé. Il a regardé Alistair droit dans les yeux, a posé sa main sur son cœur, et a raconté une histoire fabriquée de sa lutte pour atteindre le sommet. Il a raconté à la foule comment il travaillait 14 heures par jour à construire des maisons sous la chaleur torride du Texas. Il a littéralement levé ses mains parfaitement manucurées, et leur a raconté comment ses doigts saignaient à travers ses gants. Mais il continuait à travailler parce qu'il avait un rêve, bâtir un empire Ecolux. Il a volé ma douleur. Il a volé mon traumatisme. Il a volé le sang même de mes mains, et l'a transformé en une anecdote d'entreprise soignée, et inspirante pour escroquer de l'argent à ses gens. J'ai vu Sibyl essuyer une larme de fierté sincère de son œil. Le contraste entre la façade polie et riche qu'il projetait, et la réalité pathétique, désespérée, financée par des requins de la finance, de leur existence était absolument stupéfiant. Thorin, l'imposant entrepreneur de sécurité assis à côté de moi, a croisé ses bras épais. Il a fixé le moniteur, son visage complètement impassible, mais j'entendais le dégoût dans sa respiration lourde. Il m'a regardé dans le fourgon sombre. « Voulez-vous y aller maintenant, patron ? Nous pouvons arrêter tout ça avant qu'il ne finisse de parler. » J'ai vu Salem lever son verre, et porter un toast à Alistair. J'ai vu le milliardaire sourire, clairement convaincu par le mensonge. La colère en moi était une créature vivante, respirante, qui me griffait violemment les côtes, mais je l'ai retenue. J'ai saisi la poignée de porte métallique froide du fourgon pour me stabiliser. « Non » ai-je murmuré, ma voix dure et creuse. « Laissez-le finir. Je veux qu'il monte jusqu'au sommet absolu de son petit château de cartes. Je veux qu'il se sente comme s'il avait tout gagné, car quand on tombe du plus haut, l'impact brise chaque os. » J'ai regardé Alistair s'avancer, lever son propre verre, et annoncer bruyamment à la pièce que lundi matin, il signerait officiellement un chèque d'investissement de démarrage de 2 millions de dollars pour soutenir la société visionnaire de Salem. La pièce a éclaté en applaudissements massifs. Salem a embrassé Kreza. Gideon lui a tapé dans le dos. Le piège était plein. Le fromage avait été mangé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était temps. Très bien, ai-je dit, en regardant Thorin. Démolissez la maison. Nous sommes sortis du fourgon de surveillance glacé, et nous sommes entrés dans l'air chaud et humide de la nuit texane. Thorin et ses 3 imposants agents de sécurité se sont mis en formation serrée, en losange très professionnelle, autour de moi, tandis que nous marchions dans la rue vers ma propriété. Les voituriers, 2 étudiants universitaires en gilet rouge, se sont précipités pour nous arrêter aux grilles, nous demandant nos invitations. Thorin n'a même pas parlé. Il a simplement brandi son badge de sécurité lourd, et leur a lancé un regard si terrifiant de vide que les enfants ont instantanément reculé, levant les mains en signe de reddition. Nous avons remonté la longue allée sinueuse en béton. À chaque pas que mes lourdes bottes de travail à embout d'acier faisaient sur le pavé, l'anxiété persistante de mon enfance s'évaporait complètement. Je n'étais plus le frère aîné négligé. Je n'étais plus le mélangeur de boue invisible. J'étais le seul propriétaire légal du terrain sur lequel il se tenait. Et j'étais sur le point d'exécuter une expulsion catastrophique sans faille. Lorsque nous avons atteint les massives doubles portes personnalisées, elles étaient grandes ouvertes pour laisser la brise du soir circuler dans la fête. Les rires, le tintement du cristal coûteux, et le doux bourdonnement du réseautage s'échappaient sur le porche. Je me suis arrêté juste au seuil. Je n'ai pas fait irruption en criant. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application domotique propriétaire, et j'ai fixé le panneau de commande principal. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de commande prioritaire. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai appuyé. Instantanément, la musique classique a été coupée par un bruit électronique agressif, et sec.
Une fraction de seconde plus tard, l'éclairage d'ambiance chaleureux et romantique de la fête s'est complètement éteint. La maison a plongé dans l'obscurité pendant un demi-battement de cœur, avant que les projecteurs de sécurité blancs, cliniques et de haute intensité ne s'allument. Le changement soudain, et violent, d'atmosphère était si brusque que toute la pièce est devenue complètement, terrifiante, silencieuse. Plus de 60 investisseurs fortunés ont arrêté de parler en plein milieu d'une phrase. Les gens ont baissé leurs verres de champagne, perplexes. L'ambiance douce et élégante du gala a été instantanément remplacée par l'éclat dur, et impitoyable, d'une salle d'interrogatoire. Chaque tête dans l'immense salon s'est tournée vers la porte d'entrée. Je suis entré. Je ne portais pas un smoking en velours sur mesure. Je portais mon jean de travail foncé, délavé, un simple t-shirt noir, et mes bottes de chantier éraflées. J'avais l'air complètement déplacé dans une mer de richesse de la haute société, et de robes de soie. Mais je marchais avec l'autorité inébranlable d'un homme qui possédait l'air même qu'il respirait. Thorin et les 3 hommes massifs en costume d'affaires noires se sont déployés juste derrière moi. Leurs mains jointes professionnellement devant eux, créant un mur de muscles impénétrables, et terrifiant. La foule s'est naturellement écartée comme la mer Rouge, tandis que je traversais mon salon droit vers le massif îlot de cuisine en marbre. Je n'ai pas regardé les milliardaires. Je n'ai pas regardé les capital risqueurs. J'ai fixé mes yeux directement sur Salem. Le sourire triomphant, et arrogant, a complètement fondu de son visage à l'instant même où ses yeux ont enregistré ma présence. Il a même trébuché en arrière d'un pas, ses chaussures en cuir poli glissant légèrement sur le sol, manquant de renverser un plateau de caviar. Toute la couleur a quitté sa peau, jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme paniqué. Kreza semblait follement confuse, agrippant son bras. Mes parents, qui se tenaient juste à côté d'Alistair, se sont complètement figés. Sibyl a laissé échapper un petit halètement horrifié, couvrant rapidement sa bouche de ses mains comme si elle venait de voir un cadavre sortir de sa tombe. Le visage de Gideon est devenu d'une violente couleur violette, d'une fureur paniquée instantanée. Il a fait un pas en avant, les poings serrés, mais l'un des agents de Thorin a simplement déplacé son poids, bloquant le chemin de Gideon avec sa massive stature. Je me suis arrêté juste devant l'îlot de cuisine. J'ai fouillé dans la poche arrière de mon jean, sorti l'épais, lourd dossier en papier craft que Case avait préparé, et je l'ai claqué sur le comptoir en marbre blanc. Le son a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'ai regardé Salem. Le silence était si lourd, si incroyablement tendu, qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres à cocktail. J'ai parlé d'une voix parfaitement calme, parfaitement stable, mais assez forte pour que chaque personne dans la pièce puisse entendre. « Bienvenue chez moi tout le monde », ai-je annoncé, balayant du regard la foule confuse. La nourriture du traiteur a l'air absolument fantastique, Salem. Mais le contrat de construction de cette propriété de 4 millions de dollars m'appartient, et le titre de propriété aussi. Salem a commencé à bégayer de manière incontrôlable. Sa persona de milliardaire parfaitement répétée s'est complètement désintégrée en un balbutiement paniqué et pitoyable. Il a regardé frénétiquement Kreza, puis Alistair, puis de nouveau moi. Il a laissé échapper un rire aigu et désespéré qui a résonné maladroitement dans la pièce silencieuse. Il n'est qu'un entrepreneur mécontent, a hurlé Salem, pointant un doigt tremblant vers moi, essayant désespérément de sauver son navire en perdition. Il fait une crise de nerfs. Sécurité, faites sortir ce fou de ma maison tout de suite. Thorin s'est avancé, sa stature massive dominant la foule. Il n'a pas crié, mais sa voix a retenti avec l'autorité militaire. Nous sommes des solutions de sécurité d'élite, retenues directement par le propriétaire légal de cette propriété, Monsieur Terren. Nous sommes ici pour retirer un intrus hostile qui commet actuellement une fraude corporative à grande échelle. Gideon s'est élancé, essayant de contourner les gardes pour m'attraper le bras. Sa voix était un murmure frénétique, et venimeux, destiné uniquement à moi. Terren, arrête ça tout de suite. Tu lui ruines la vie. Tu détruis cette famille. Je l'ai regardé. Je n'ai pas scié. Vous avez exactement 60 secondes pour vous éloigner de moi, vieil homme, avant que je ne vous fasse jeter sur le trottoir avec le reste des ordures. J'ai tourné mon attention vers Alistair. Le milliardaire aux cheveux argentés se tenait parfaitement immobile, ses yeux très calculateurs allant de moi à l'équipe de sécurité. C'était un homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, et il pouvait instantanément dire qui détenait le vrai pouvoir dans cette pièce.
J'ai fait glisser le lourd dossier en papier craft sur le comptoir de marbre, directement vers lui. Alistair, ai-je dit calmement. Avant de signer ce chèque de 2 millions de dollars lundi matin, vous voudrez peut-être lire le contenu de ce dossier. Il contient l'acte de propriété notarié, à mon nom. Il contient les relevés bancaires certifiés prouvant que j'ai personnellement payé 4 millions de dollars pour le terrain et la construction. Et il contient un dossier massif prouvant que Salem a plagié tout mon portefeuille immobilier commercial de 10 ans pour construire son faux site web. Alistair a lentement posé son verre de champagne. Toute la pièce a regardé dans un silence absolu, a coupé le souffle, tandis qu'il ouvrait le dossier. On pouvait physiquement sentir la température de la pièce chuter jusqu'au gel, tandis que ses yeux parcouraient les documents officiels. Il a regardé les relevés bancaires. Il a regardé les comparaisons côte à côte de mes vrais projets, et du faux site web de Salem. Alistair a fermé le dossier. Il a levé les yeux vers Salem. Le regard de dégoût pur et simple sur le visage du milliardaire était absolu. « Vous, a dit Alistair, sa voix dégoulinante de venin, êtes un misérable, un escroc, un déchet. » Il s'est tourné vers sa fille. Kreza tremblait, les larmes ruinant complètement son maquillage coûteux, alors que la réalité de la situation l'écrasait. Alistair a doucement touché son épaule. « Va chercher ton manteau, Kreza. Les fiançailles sont officiellement terminées. Nous partons. » Salem a laissé échapper un sanglot déchirant. Il est tombé à genoux, là, sur mon sol poli. Il a tendu la main, et a saisi l'ourlet de la robe de soie de Kreza, pleurant hystériquement, la suppliant d'écouter, jurant qu'il essayait juste de leur construire un avenir, et que je lui tendais un piège. Kreza a arraché sa robe de son emprise, le regardant comme s'il était un rat malade. Elle a enlevé sa massive bague de fiançailles en diamant, l'a jetée avec force sur sa poitrine, et est sortie par la porte d'entrée avec son père. Ce fut le point de rupture. L'illusion s'est brisée en 1 million de morceaux. Le reste des riches investisseurs dans la pièce a commencé à murmurer bruyamment, claquant leurs verres sur les tables, attrapant leurs manteaux, et se précipitant vers la porte. Ils ont réalisé qu'ils se tenaient au milieu d'une scène massive de fraude fédérale, et aucun d'entre eux ne voulait que leur nom y soit attaché. Merci beaucoup à tous ceux qui ont patiemment suivi l'histoire jusqu'à présent. Si vous regardez toujours, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le mot exact, terminé. C'est un badge spécial qui montre que vous êtes resté jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Et je promets de personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qui inclut le mot « terminé ». Alors que les investisseurs fuyaient ma maison, Sibyl s'est effondrée contre Gideon, gémissant de façon incontrôlable. Son enfant prodige était à genoux, pleurant dans ses mains. Son faux empire était parti. Les investisseurs étaient partis. Le beau-père milliardaire était parti. Tout ce qui restait était la vérité froide et dure. Mais je n'en avais pas encore fini avec eux. Gideon tremblait d'une rage pure et déchaînée. Il m'a regardé avec des yeux si remplis de haine, que j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Il a hurlé de toutes ses forces. Sa voix résonnait sous les plafonds voûtés. « Monstre! Tu viens de détruire toute la vie de ton frère. » Alistair était notre seule porte de sortie. Nous devons plus d'1 million de dollars. Terren, nous allons tout perdre à cause de ta vengeance mesquine et jalouse. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai simplement regardé avec une indifférence absolue. Salem a détruit sa propre vie à l'instant même où il a décidé de voler mon identité. Et votre ruine financière est le résultat direct d'avoir parié toute votre retraite sur un menteur. Vous avez financé sa fraude. Maintenant, vous pouvez payer la facture. J'ai regardé Thorin, et j'ai fait un signe de tête sec. Thorin et ses agents se sont déplacés sans faute. 2 gardes massifs ont attrapé Salem par les bras, le soulevant du sol. Salem a commencé à donner des coups de pied, à se débattre, et à crier mon nom. Il m'a maudit, pleurant hystériquement, tandis qu'il agitait ses jambes, renversant complètement une immense pyramide de verres de champagne en cristal. Les verres se sont brisés sur le sol dans un fracas massif, envoyant de l'alcool coûteux, et des éclats de cristal partout. Une métaphore parfaitement chaotique, et magnifique de toute sa vie. Les gardes s'en fichaient. Ils l'ont traîné en arrière, ses chaussures en cuir de marque glissant sur le champagne renversé. Sibyl a essayé d'intervenir, criant que j'étais un fils diabolique, et vindicatif, mais les 2 autres agents de sécurité se sont interposés devant elle. Ils ont utilisé leur corps massif pour bloquer doucement,
mais fermement son chemin, la forçant, ainsi que Gideon, à reculer vers la sortie. Je suis resté parfaitement immobile au centre de mon immense salon, regardant l'équipe de sécurité traîner physiquement mon frère, l'enfant prodige, le faux PDG, le parasite, par la porte d'entrée de ma maison, et le jeter sur la pelouse parfaitement entretenue. J'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée, et je suis sorti sur le porche. Salem était assis dans l'herbe, sanglotant violemment dans ses mains, son smoking en velours couvert de terre, et de champagne renversé. Mes parents étaient agenouillés à côté de lui dans l'obscurité, essayant de le consoler. Soudain, les lumières rouges et bleues clignotantes de 3 voitures de police ont illuminé les immenses fenêtres de verre de ma propriété. J'avais demandé à Caisse d'organiser à l'avance une intervention policière à mon adresse pour signaler un événement de fraude corporative massive, et une situation d'intrusion hostile. Le détective Laclan, un officier vétéran sans fioriture à qui j'avais parlé plus tôt cette semaine-là, est sorti de son véhicule. Ses agents ont immédiatement séparé Salem de mes parents. J'ai descendu les marches, et j'ai remis au détective une copie en double du même dossier que j'avais montré à Alistair. J'ai dit à Laclan clairement, et fermement, que je voulais porter toutes les accusations fédérales pour intrusion criminelle, usurpation d'identité, et fraude électronique à grande échelle. Laclan a examiné les impressions du faux site web, et les documents falsifiés. Il a hoché lentement la tête, s'est dirigé vers Salem, l'a brutalement tiré sur ses pieds, et lui a passé de froides menottes en acier au poignet. Le clic métallique a résonné dans l'air nocturne. Lorsque Sibylle a entendu ce son, elle a complètement perdu la tête. Elle a couru vers le détective, criant qu'il ne pouvait pas arrêter son bébé, que tout était un malentendu. Laclan l'a sévèrement avertie de reculer, ou elle serait arrêtée pour entrave à une enquête. Mais, la réalité brutale, et terrifiante, de la situation s'est finalement abattue sur Gideon. Tandis qu'il regardait Salem être poussé à l'arrière du fourgon de police, l'adrénaline de sa colère s'est estompée, laissant place à une panique paralysante et absolue. Gideon a trébuché vers moi, s'arrêtant juste au bord du périmètre de police. Sa voix tremblait de façon incontrôlable. « Terren, s'il te plaît, tu dois leur dire d'arrêter. S'il va en prison, les prêteurs privés, les requins de la finance, ils prendront notre maison dans 30 jours. Ils prendront notre retraite. Nous vivrons dans la rue. S'il te plaît, mon fils, aie un peu de pitié. » J'ai regardé l'homme qui avait vendu mon camion quand j'avais 19 ans. J'ai regardé l'homme qui avait ri de mes mains calleuses à la table de Thanksgiving. Quand tu as vendu mon camion, et m'as forcé à marcher des kilomètres dans l'obscurité, as-tu été miséricordieux, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais coupant plus profondément qu'un couteau. Quand tu as volé mon crédit, et t'es moqué de mon travail. As-tu été miséricordieux? Tu as fait un terrible investissement, Gideon. Bonne chance avec les huissiers. Je lui ai tourné le dos, j'ai monté les escaliers, je suis rentré dans ma belle maison, et j'ai fermé la lourde porte en chêne. Le silence qui est tombé sur la maison était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les retombées absolues le lendemain matin ont été exactement aussi chaotiques, toxiques, et prévisibles que je l'avais imaginé. Je me suis réveillé dans ma vaste chambre principale. Je me suis versé une tasse de café noir coûteux, et j'ai regardé mon téléphone. J'avais plus d'une centaine de messages non lus, et 20 appels manqués. Les singes volants avaient été officiellement déployés. La nouvelle s'était répandue dans la famille élargie comme une traînée de poudre. Mes tantes, mes oncles, et mes cousins, des gens qui ne s'étaient pas donné la peine de me parler depuis plus de 5 ans, agissaient soudainement comme les arbitres moraux ultimes de l'univers. Tante Valrine, la matriarche autoproclamée des potins familiaux, m'a envoyé un énorme paragraphe cinglant. Elle m'a traité de monstre de sang-froid, et sans cœur. Elle a dit que la famille était censée se protéger les uns les autres quoi qu'il arrive, et qu'envoyer ma propre chair et mon propre sang en prison fédérale pour un simple malentendu était purement diabolique. Mon cousin a laissé un message vocal disant que j'étais simplement jaloux du potentiel de Salem, et que j'utilisais mon argent sale de la construction pour intimider mes pauvres parents sans défense. Chacun d'eux a exigé que je retire les accusations criminelles immédiatement. Ils ont exigé que je rembourse la dette $1,2 million de mes parents aux requins de la finance, et ils ont exigé que je m'excuse publiquement auprès de Salem pour l'avoir humilié devant la famille de Cresa. Ils agissaient comme si j'étais le méchant, simplement parce que je refusais d'être une victime plus longtemps. Je me suis assis à l'îlot de ma cuisine, sirotant mon café, et j'ai lu chaque message. Je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité.
pas la moindre. Par le passé, ce genre de pression familiale écrasante, et coordonnée, m'aurait anéanti. J'aurais cédé, je me serais excusé, et j'aurais ouvert mon chéquier juste pour faire cesser les cris, et gagner une miette de leur fausse affection. Mais cette version de moi-même était morte il y a longtemps. J'ai ouvert le massif chat de groupe familial qui contenait plus de 30 proches. Je n'ai pas tapé une longue défense émotionnelle. Je n'ai pas essayé d'expliquer mes sentiments, et je n'ai certainement pas imploré leur compréhension. Au lieu de cela, j'ai téléchargé 3 fichiers spécifiques directement dans le chat. Premièrement, j'ai téléchargé le rapport d'arrestation officiel de la police détaillant la fraude criminelle majeure de Salem. Deuxièmement, j'ai téléchargé le contrat de prêt prédateur contraignant montrant que Gideon et Sibyl avaient volontairement cédé leur maison pour emprunter 1 200 000 $ à des prêteurs privés très agressifs, afin de financer une entreprise criminelle. Troisièmement, j'ai téléchargé les captures d'écran du faux site web de Salem où il avait manifestement volé mon travail. Sous ces 3 documents, j'ai tapé un seul message très calculé. Salem risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale pour escroquerie aux investisseurs. Gideon et Sibyl sont en défaut de paiement sur un prêt massif envers des personnes dangereuses, et perdront leur maison, et tous leurs biens dans 30 jours. Si l'un de vous croit vraiment au pouvoir de la loyauté familiale, et si vous pensez que Salem est un si bon garçon qui mérite une seconde chance, je vous encourage fortement à mettre votre propre argent en commun pour rembourser leurs dettes, et engager un avocat pour Salem. Mon compte bancaire est officiellement fermé à cette famille pour toujours. Ne me contactez plus jamais. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai vu les accusés de lecture apparaître un par un. Puis je suis allé dans les réglages de mon téléphone, j'ai complètement supprimé le chat de groupe, et j'ai systématiquement bloqué chacun de leurs numéros de téléphone. Le silence qui a suivi était une perfection absolue. Je savais pertinemment qu'aucune de ses tantes, oncles, ou cousins hypocrites n'ouvrirait réellement son portefeuille pour sauver mes parents. Ils ne se souciaient de la loyauté familiale que lorsque c'était mon argent qui était dépensé, et ma vie qui était détruite. En plaçant l'énorme fardeau financier directement sur leurs épaules, j'ai complètement brisé leur supériorité morale. J'ai récupéré tout le pouvoir, et j'ai enfin respiré librement. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit explosive. La poussière est enfin retombée, et le paysage de ma vie est complètement différent. Salem a accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès fédéral massif, et très médiatisé. Il a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour fraude électronique, et usurpation d'identité. Cresa ne lui a plus jamais parlé. Son père, Alistair, m'a même contacté un mois après le gala. Après avoir vu mon vrai portefeuille, et vérifié mes références, il a fini par investir 3 millions de $ dans ma firme commerciale légitime pour m'aider à développer mes projets Ecolux à travers l'État. Mes parents, fidèles à la nature brutale des prêts usuraires, ont complètement fait défaut sur leurs prêts. Les prêteurs privés n'ont pas montré la moindre once de pitié. Ils ont saisi leur maison, confisqué leurs comptes de retraite, et les ont dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Gideon et Sibyl ont dû déclarer une faillite totale. Ils vivent maintenant dans un petit appartement exigu d'une chambre, dans un très mauvais quartier de la ville. Ils regardent constamment par-dessus leurs épaules, terrifiés par les huissiers à qui ils doivent encore de l'argent. Ils ont essayé de me contacter une fois par l'intermédiaire de Case, demandant une petite allocation mensuelle juste pour les aider à acheter des courses. Case, agissant sur mes ordres stricts et inébranlables, leur a simplement envoyé une photocopie du reçu du jour où ils avaient vendu mon camion Ford F quand j'avais 19 ans, accompagnée d'une courte note disant que la dette entre nous avait déjà été entièrement payée. Ce soir, je suis assis seul sur le massif balcon vitré de ma propriété. L'air nocturne du Texas est frais, vif, et incroyablement paisible. Je regarde les lumières scintillantes de la vallée en contrebas. Je bois un verre du même scotch cher que mon père buvait quand il a essayé de me voler cette maison. Certaines personnes pourraient regarder mon histoire, et penser que je suis complètement impitoyable. Elles pourraient dire que, peu importe à quel point ils étaient toxiques, manipulateurs, et cruels, ils étaient toujours mon sang, et j'aurais dû leur montrer un certain degré de pitié avant l'arrivée de la police. Mais, en étant assis ici, entouré de la paix tranquille d'une vie que j'ai construite de mes propres mains, je comprends enfin la vérité ultime sur les familles toxiques. Le pardon ne signifie pas se laisser utiliser comme un bouclier humain pour les échecs de quelqu'un d'autre. La loyauté ne signifie pas s'immoler pour garder ses agresseurs au chaud. Pendant 15 ans, je me suis permis d'être le fondement invisible sur lequel ils se tenaient pour les élever. La seconde où je me suis écarté,
tout leur monde s'est effondré sous le poids de leurs propres mensonges. Ce n'était pas ma faute. C'était simplement la gravité. Je n'ai pas détruit ma famille. La vérité les a détruits. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de mentir pour eux plus longtemps. Maintenant, je me réveille chaque matin, sans aucune anxiété. Personne ne me demande mon argent. Personne ne dévalorise mon travail acharné. Personne n'essaie de voler mes réalisations pour couvrir leur propre incompétence. J'étends mon entreprise. Je conçois des bâtiments incroyables, et je vis enfin ma vie exactement selon mes propres termes. Cette maison n'est pas seulement un bâtiment fait de pierre et de verre. C'est un monument massif, impénétrable, à mon propre respect de soi. Alors, je veux vous poser à tous une question très sérieuse pour conclure ceci. Beaucoup de personnes de ma famille élargie affirment encore que je suis allé beaucoup trop loin en laissant mon frère aller en prison fédérale, et en permettant à mes parents de faire face à une ruine financière absolue, et à l'itinérance. D'autres personnes me disent que j'étais complètement justifié, et que je les ai simplement laissés subir les conséquences exactes de leurs propres actions malveillantes. Qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort dans la façon dont j'ai géré cette situation, ou ont-ils reçu exactement ce qu'ils méritaient? Veuillez partager vos réflexions, ou toute expérience similaire que vous avez eue avec des dynamiques familiales toxiques dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, et vos histoires comptent vraiment. Si vous avez trouvé ce voyage satisfaisant, veuillez soutenir en appuyant sur le bouton j'aime, et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires authentiques où l'on tient tête aux personnes toxiques. Merci beaucoup pour votre temps, et n'oubliez pas, ne laissez jamais personne voler la vie que vous avez construite.